Ben aujourd'hui, tous ensemble, on va plonger dans les coulisses du monde rural, de l'associatif, de l'entrepreneuriat avec cet ouvrage, qui est en vente d'ailleurs à l'entrée, si vous souhaitez vous en emparer, Folle Sagesse. C'est ton deuxième ouvrage, mon très cher Mehdi, je te passe le micro. Déjà, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai que, bon, malheureusement, on va le dire, pour les coulisses, on avait prévu depuis quelques semaines cet événement. Oui. Et puis, il y a eu un autre événement tragique, celui du tremblement de terre. On va en parler avec toi dans un instant. Mais pour toi, d'abord, quelle est ton émotion de sortir un ouvrage sur le monde rural qui est à la peine aujourd'hui avec ce séisme qui a maintenant un mois? En fait, il y en a plein et je pense qu'aujourd'hui, c'est la première fois depuis 4 mois et demi que je prends un peu de temps pour réaliser qu'il y a un bouquin qui est sorti. Ça fait 30 ans que je chemine Oui. dans l'associatif pour une cause à l'initiale qui était extrêmement ambitieuse et folle, parce qu'à 20 ans, j'avais la prétention Ah, on a un petit Larsen. de contribuer à la paix dans le monde, à la protection de l'enfance et de l'environnement. À 20 ans, je me suis pris pour le champion du monde et j'étais convaincu que j'allais réussir. Tu nous racontes tout ça d'ailleurs dans les premières pages de ton ouvrage. Ouais, je raconte parce que c'est important de comprendre que c'est un cheminement qui date de loin, Oui. qui date d'une prise de conscience forte que ce monde va mal et qu'en même temps il y a de très très belles opportunités et qu'il y a des êtres de lumière qui sont là pour pouvoir apporter un peu de clarté à beaucoup d'obscurité. Moi, ce que j'ai apprécié, je te coupe, pardon, hein. On va revenir sur la première question de ton émotion de sortir cet ouvrage à un moment où effectivement le drame nous empare tous. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est dès les premières pages de ton ouvrage, tu nous racontes un moment fort qui peut-être a plus que jamais sonné en toi la révélation de vouloir faire de l'associatif, de vouloir être au service des gens. C'est cette rencontre à Toulouse avec un SDF. C'est cet événement-là, à ton avis, ou pas? Pour être honnête, c'est pas cet événement. Cet événement a été une des raisons. L'événement principal qui m'a conduit à constituer Baraka, qui était ma première ONG, oui, quand j'avais 20 ans, c'est une rupture amoureuse. J'étais tellement amoureux et tellement pris dans mes sentiments que cette rupture m'a dévasté et en même temps, pour me permettre de digérer quelque chose que je pensais être impossible, j'ai voulu aller à contre-courant de cette rupture et de faire la paix dans le monde. Voilà, c'est cet extrême qui était très intéressant à analyser a posteriori. Après, effectivement, la rencontre avec Julien, le SDF, est extrêmement belle parce qu'elle a porté les couleurs de mon engagement pour l'humain. La rencontre avec Rémi, du Secours populaire français, oui, la rencontre avec des étudiants de la fac d'environnement à Montpellier, la rencontre avec des étudiants de Subdeco Montpellier qui me prenaient pour un gourou, ça me faisait sourire. Et après, la rencontre avec l'exclusion de l'école à Subdeco Montpellier, et je me réveille en me disant merde, il faut que je bosse. Mince. Pardon. Non, il faudra couper. Mon père qui me reçoit au Maroc un peu déçu de cet échec-là et qui me refait confiance. Et c'est pour ça que mon ONG aujourd'hui s'appelle ML Biladi. C'est un honneur au prénom de mon père. Si vous pouvez mettre vos téléphones sous silencieux, s'il vous plaît, ce serait gentil. Ça, t'inquiète. C'est les aléas du direct. C'est clair. Et donc aujourd'hui, cette sortie de cet ouvrage, maintenant qui date d'un mois finalement, tu l'as sorti quasiment jour pour jour avec le tremblement de terre. Alors en fait, c'était pas voulu, hein, bien évidemment. Non, il y a eu une concomitance. J'ai passé 3 années très difficiles après le Covid, parce que avant Covid, on était parti en 2020, on a constitué ML Biladi pour monter un projet d'accompagnement au développement de villages qui était relativement ambitieux dans la province de Ben Grir, pour accompagner le développement de 80 villages sur 7 ans pour un budget de 250 millions de dirhams. Et j'avais présenté ce projet-là en sachant qu'avant j'étais conseiller de gouverneur
J'ai appris des choses intéressantes sur les gouverneurs, hein, des choses sympas et des choses moins sympas. Mais Et bon, que tu partages. Hein. Je vais pas m'attarder. Je partage pas beaucoup dans mon livre. Oui, mais un peu. Un petit peu. Il y a des clins d'œil. Covid arrive et le projet qui meurt. Et pour moi, c'était la mort de 30 ans presque d'engagement. Ça a été très très dur. Et ça a été ma 7e dépression. Parce que je suis quelqu'un de profondément hypersensible. Après 2023, c'est annoncé avec de belles choses, et notamment un certain nombre de messages qui me montraient que le projet de Amel Biladi, l'espoir de mon pays, était de retour. Et j'ai décidé de relancer un des axes du projet, qui est celui de l'Académie rurale d'excellence, qui est une entreprise solidaire, oui, qui intervient sur 5 axes d'activité, 5 secteurs d'activité dans le monde rural et montagneux. L'agriculture écologique, la construction écologique, le tourisme durable, l'artisanat et la valorisation des produits du terroir. Et pour pouvoir financer ce projet-là, j'ai réfléchi à proposer du coaching et de l'accompagnement aux individus et aux entreprises, et j'avais besoin de lever de l'argent à l'étranger. Et à l'époque, on ne pouvait pas encore faire de crowdfunding. J'ai réfléchi à détourner l'interdiction du crowdfunding, mais j'ai trouvé ça compliqué. Et puis je me suis dit, tu es en train d'écrire ton bouquin, bah, tu le vends à l'étranger, un prix ouvert. Personne ne peut t'interdire de vendre un bouquin à l'étranger. Tu peux le traduire en plusieurs langues, parce que je le fais en auto-édition. Tu peux le vendre à partir de tel prix. Et j'ai testé. Et j'ai testé en publiant 2 chapitres que j'ai offerts sur Facebook, en mode teasing. C'est un cas marketing très intéressant. Il faut l'étudier, il faut l'étudier. Non, mais je t'assure, ça me faisait sourire parce que j'étais en train de me dire, tiens, il y a un cas qu'on peut étudier à l'école. Un bouquin qui n'existe pas encore, qui est acheté, un des premiers à l'avoir acheté, c'est Ali Sosé Alaoui. On va appeler tout de suite à la barre dans un instant. Matin, et tu vas témoigner. Parce qu'il y a une histoire rigolote avec notre rencontre avec Ali. J'ai vendu un bouquin qui n'existait pas encore, en faisant un teasing avec 2 chapitres, en faisant de la promotion d'un truc qui n'existait pas, des gens qui l'ont acheté au Maroc et à l'étranger, et je me suis rendu compte que ça marchait. On m'a passé à la radio, à la télé, dans les journaux, et je me suis dit, tiens, un produit culturel solidaire qui était une renaissance d'un concept que j'avais lancé il y a 11 ans avec le clip Atfal Jibal que j'avais produit. Je me suis dit un truc. Comme je le fais en auto-édition, je peux le traduire en plein de langues, je peux le transformer en spectacle, en série, et voilà. Mehdi, si tu me permets, je vais juste appeler notre représentant. Si, Ali Sosé Alaoui, viens. C'est Ali. Ah, parce que tu lui passes le micro, parfait, moi j'allais le faire, t'inquiète pas, mon cher Mehdi. Ben, justement, parce que je voulais te donner la parole, Ali, parce que c'est vrai que c'est le 3e book club, on le précisait. Il y a des fidèles, il y a aussi des gens qui viennent et qui connaissent pas encore le concept, mais qui vont apprendre à le connaître. Ali, c'est vrai qu'on s'est dit, il y a quelques semaines de cela, quand on a organisé ce book club, on en fait un avec Mehdi. Déjà, c'était programmé, puis en plus, on en fait un spécial séisme, parce que c'est vrai qu'on peut parler aussi de comment reconstruire, et on va en parler tout à l'heure avec Mehdi. Pour toi, ce book club, il a une saveur particulière? Effectivement. Alors, bonsoir tout le monde. En fait, l'idée de ce book club est intervenue bien avant le séisme. J'avais effectivement vu le post de Mehdi. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est cette notion de livre solidaire. Nous, on fait de la promotion du livre depuis déjà un certain nombre de mois. Et cette notion de solidarité à travers la lecture, à travers le livre, à travers la culture en général, c'est quelque chose d'original, que j'ai trouvé vraiment original. Donc j'ai tout de suite pris contact avec Mehdi pour discuter, pour l'opportunité d'organiser un book club. Le destin a fait que le tremblement de terre de l'Haouz est passé par là. Et le thème du livre, puisqu'il parle du monde rural, il parle des difficultés du monde rural, fait que ça devient quelque chose de vraiment de grande actualité. Et c'est la raison pour laquelle donc on a replanifié la date juste après cette tragédie du tremblement de terre, pour mettre en lumière les difficultés que connaissent le monde rural. Et d'après les échanges que j'ai eu avec Mehdi, il y a pas mal de propositions, pas mal d'idées justement qu'il souhaite développer, et qu'on espère justement partager à travers cette rencontre. Ali Sosé Alaoui, le représentant du book club, merci beaucoup. C'est fou mon cher Almadi, parce qu'on dit souvent au Maroc, la culture marche pas, la culture ça se vend pas. Et finalement, toi tu fais un pari sur la culture. Alors, en fait, je fais un pari sur la bonté du cœur. Parce que le livre, c'est juste
Non, parce que surtout, on connaît le marché de l'édition au Maroc. Oh non, mais ne m'entraîne pas sur ce sujet, parce que je vais pas me faire des amis. Déjà que j'ai des ennemis sur mon chemin au niveau du monde rural, si je me rajoute des gens dans l'édition, mais c'est pas grave. Non, mais c'est en tout cas ce que je veux dire, c'est que c'est une initiative très sympathique. Qu'il y a une hypocrisie en disant que les gens ne lisent pas. Et c'est très facile de se déresponsabiliser en disant que la faute au Maroc, c'est que les gens ne lisent pas. Toi, tu ne crois pas aux chiffres? Pardon, tu ne crois pas aux chiffres de 2 minutes de lecture par Marocain par an? Je crois que les maisons d'édition font preuve de très peu d'originalité et de courage pour pouvoir sortir des sentiers battus. Et je trouve que c'est inadmissible que le consortium édition-distribution, certains libraires, prennent 80% sur le prix d'un bouquin, n'informent pas l'écrivain de la réimpression, ne lui donnent pas la possibilité de traduire son livre et font une promotion aussi nulle que celle juste de l'inviter dans un salon du livre. Voilà ce que je pense. Bon, tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais en dehors de ça, il y a d'autres enjeux qui nous dépassent et qui dépassent les maisons d'édition. On va pas en parler, c'est pas le sujet. Je ne veux pas parler des autres enjeux. Je pense que dans la vie, et on le dit en Darija, c'est une porte qui se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent. Et il faut avoir le courage de se poser des questions sur ses erreurs pour pouvoir trouver des solutions par ailleurs. Et toi, ta solution? Ben, moi, j'ai pas la solution. Ma solution à moi, c'est que je raconte une histoire qui peut plaire ou pas. J'ai un style d'écriture qui, a priori, interpelle et plaît certains. On va en parler justement. Sans être dans une auto-glorification de ma personne. C'est absolument pas l'objectif. Je raconte une histoire, sincèrement. Je pense que la sincérité se lit et s'entend et se ressent. Après, ce qui m'intéresse, c'est surtout le message que je diffuse, parce que quand quelqu'un achète mon livre à 5000 dirhams, ce qui s'est fait, il n'achète pas mon livre, il achète une cause. Une cause, une idée. Qu'il veut défendre. Des valeurs. Le livre a été acheté à 400 $ aux États-Unis, à 100 € en Belgique, à 201 dirhams par un professeur d'une école primaire dans un village, et j'ai trouvé ça très beau, parce que c'est quelqu'un qui touche 3000 dirhams par mois, et le 1 dirham à l'époque, mon prix a changé, de mon livre a changé de prix. Il a commencé à 200, 250, 300, peut-être je vais le mettre à 500, peut-être 10 000, 1 million. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser un vecteur qui s'appelle le soft power, la culture, en multilangue, parce qu'il a été traduit en anglais par une jeune fille de 13 ans. Wild Wisdom, sagesse sauvage, c'est pour ça que notre accroche, c'est Wild is the new wise, la nouvelle sagesse, c'est être sauvage. Il est en train d'être traduit en arabe par notre secrétaire général, Sila Hashmi Choukri, qui est un grand monsieur, extraordinaire. Il va être traduit en tifinagh, il va être traduit en allemand, en espagnol, en italien. En fait, ce qui est chouette quand on le fait en auto-édition, c'est qu'on est libre. Alors, je voudrais qu'on se ressente sur le livre. On va parler justement des coulisses de l'écriture dans un instant. Je vous donne le programme. Coulisses de l'écriture, on va parler bien évidemment du séisme. On va parler également de ton engagement. On va parler aussi de ta lecture du monde rural, que tu nous partages également au fil de cet ouvrage, et puis peut-être les leçons qu'on peut tirer tous ensemble de cet ouvrage. D'abord, pour parler des coulisses de l'écriture et pour donner le ton, je voudrais que tu nous lises un extrait. Alors, on va s'amuser tous ensemble. On va se lire 3 extraits. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et choisir au hasard une page? On m'avait dit qu'il y avait une petite surprise. Elle est là, la surprise. Madame devant. Bedia Sfraoui, pardon. Voilà, très bien. On va commencer vers la fin. En plus, tu as une belle voix. Moi? Bah oui. Bah, je travaille. C'est l'un des 5 axes du spectacle où j'utilise la voix, ma voix et celle de la musique pour ensorceler les gens qui vont venir au spectacle. Comme ça, ils sortent un gros chèque à la sortie. Alors, on est à la page combien là? On est à la page? Alors, on est à la page 192. Très bien. Tu veux que je te tienne le micro, mon ami? C'est bon? Ouais, très bien. Alors ça, c'est intéressant. Tu as choisi un passage que j'ai appelé un nouveau départ, et qui est une des grandes leçons que j'ai reçues pendant 3 ans, après Covid, où j'ai fait ma 7e dépression, mon 2e divorce, un retour forcé chez mes parents, un travail pendant 9 mois dans un centre d'appel en étant payé moins que mon premier salaire il y a 25 ans, quelques cadeaux, de grandes leçons, la résilience,
ma conviction profonde en la croyance qu'il n'y a que Dieu et que l'humain est là, mais je ne compte que sur Dieu, pas sur l'humain. Donc un détachement total par rapport à qui que ce soit, tout en étant dans l'amour de l'autre. Pas fermé, mais c'est juste que en arabe on dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire que si tu prends en considération dans ton cœur et dans ton engagement qu'il n'y a que Dieu, il est là pour toi. Donc là, on est à ce moment-là. Donc on est à ce moment-là et j'ai pu goûter à l'importance du bon voisinage après avoir été échaudé par le comportement de mon premier voisin de casque qui, malgré les sourires, les rires, les échanges spirituels que nous avions pu avoir, a très rapidement montré sa véritable nature et rejoint une énergie tellement loin de mes aspirations en ayant une attitude et un comportement aussi détestable qu'enrichissant pour moi, en prenant un malin plaisir à dire du mal des gens derrière leur dos, entre autres. C'est qui ce personnage? C'est un personnage de centre d'appel où j'étais au plus bas de l'échelle du centre d'appel. D'accord, donc là c'était une mauvaise expérience. C'était enrichissant, c'était très dur pour moi. 2 ans avant, j'avais vendu un séminaire à 200 000 dirhams en 3 jours pour faire une approche appréciative dans un territoire. J'étais en mesure de pouvoir vendre une journée d'intervention à 15-20 000 dirhams. Et je tombe à un salaire de 8 000 net pour travailler 8 heures par jour en mode forcené. Et j'ai accepté ça parce que je me devais de contribuer à la pension de ma fille. Sa maman, Allah yatkara bkhair, était depuis 2 ans et demi en train de payer. Moi, je n'avais pas pu contribuer. Donc, il fallait que, 1, je contribue, et que 2, je me réveille tous les matins, en sortant de certaines torpeurs. Mais c'était pas évident parce que il y avait beaucoup de gens. Il y a un exercice de vérité, Mehdi. Qui étaient... Écoute, Finalement, quand on sort de cet ouvrage, enfin toi l'auteur, quand tu sors de l'écriture de cet ouvrage-là, qui a été finalement aussi un exercice de vérité, tu en sors comment? Bah déjà, ça a été un cadeau pour moi parce que ça a été une catharsis. J'ai pu extérioriser beaucoup d'émotions. J'ai fait un exercice qui est très dur et en même temps extrêmement enrichissant, c'est de faire un backup de toute ma vie et de m'arrêter à tous les moments et de me réconcilier avec chaque moment. Et ça, dans le développement personnel ou dans un suivi psychologique ou psychiatrique des fois, c'est extrêmement important parce qu'on apprend à se réconcilier avec des émotions. Quand on vit quelque chose de difficile, la souffrance qu'on ressent, en fait, c'est la résultante de toutes les souffrances qui n'ont pas été guéries auparavant, qui se manifestent. Est-ce qu'on peut dire que tu nous racontes tout dans cet ouvrage, de tes malheurs à tes réussites, ou tu en gardes quelques-unes pour l'instant? Non, je raconte pas que j'ai vu la mort 5 fois et que j'ai fait cette dépression. Mais tout ça pour moi, c'est des apprentissages de vie extraordinaires. En fait, je pense que j'ai souhaité orienter mon livre autour d'un cheminement émotionnellement fort qui s'est enrichi d'un engagement, qui s'est construit autour d'une idée folle, celle d'apporter le bien à l'humanité, et de la sagesse que ça ne dépendait pas de moi, et qu'il fallait que je sois dans l'acceptation de ce qui ne me plaisait pas. Et pour la petite histoire, c'est ma fille qui a rajouté un S au titre, ma fille Lila, qui a bientôt 12 ans. Je vais montrer le titre qu'on avait conçu avec une amie, Kautar Bouchrin, qui a été exceptionnelle en nous aidant à concevoir le site internet du livre, la couverture. Et quand j'ai montré le titre à Lila, elle m'a dit, il y a un truc qui manque. Et je lui ai dit, il manque quoi? Elle m'a dit, il manque un S. Et je la regarde et je lui dis, toi, t'es futé et t'as sacrément raison. C'est excellent comme idée. Tu connais bien ton père. Je parlais surtout de folle. Sagesse, j'ai pas la prétention d'eux. Les folles sagesses. Mais Mehdi, je voudrais qu'on peut-être plonge avec toi dans le monde rural. Qu'est-ce que tu retiens dans cet ouvrage, sur tes 20 ans, 25 ans de vie active au niveau de l'associatif et l'entrepreneuriat solidaire, peut-être comme plus... je ne veux pas parler de réussite. Liberty choisit. Comme plus beau souvenir. Ça peut être n'importe quoi. Un geste. Une photo qui devient une image. Mon plus beau souvenir, ou un des plus beaux souvenirs, parce que j'en ai beaucoup. J'ai la chance, depuis 12 ans, tous les jours, de vivre des choses exceptionnelles. Et c'est quelque chose qui est destiné à tout un chacun, si tout un chacun vit l'engagement dans son cœur au service d'une cause
aussi noble que celle de servir son Créateur. Et je parle spirituellement, virgule religieusement pour ceux qui peuvent l'entendre, mais je parle déjà sur le volet spirituel, c'est-à-dire ancrer son chemin dans quelque chose qui nous dépasse, qui va au-delà de nos propres attentes, de notre ego. Un petit exemple, j'ai rencontré une Belge hier soir et ce matin, très tôt. J'étais à Mdir, dans une montagne en face d'une plage. J'ai passé la nuit dans un gîte qui appartient à un ancien colonel de l'armée de l'air qui était pilote en intervention rapide dans la guerre du Sahara pendant 30 ans. Donc rien que ça, pour moi, c'est un chapitre d'un nouveau bouquin. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'en arrivant le soir, il me dit il y a 2 Belges qui sont devant la montagne. Et moi, Belge, ça m'intéresse parce qu'on est en train de préparer des choses avec la Belgique. Je discute avec elles en anglais parce qu'elles étaient côté flamand. Et ce matin, après ma prière de Fajr, j'étais comme ça, j'ai fait mes lectures, et elle vient et elle me dit alors raconte-moi ton association. Donc je trouvais ça magnifique, le cadeau que ce soit elle qui revienne vers moi. Et elle n'est pas du tout dans la religion, mais elle est dans la spiritualité. Et c'était très beau parce qu'on était exactement, ou presque exactement, en phase. Et ça pour moi c'est le genre de cadeau que j'ai la chance de vivre. Mais ce qui est très sympa dans l'ouvrage, c'est que tu nous racontes finalement les différents chemins que tu as dû mener. Parfois tu as bataillé, et c'est normal, c'est logique, pour pouvoir mener à bien tes différentes actions. Et donc finalement, pour une personne qui ne connaît pas forcément toutes les difficultés qu'il peut y avoir, ça peut être aussi un guide, cet ouvrage? Alors ce qui est intéressant dans l'ouvrage, et c'est un cadeau qui m'a été offert par Kautar Bouhachirine et Leila Mamou, qui est une grande dame, qui aujourd'hui dirige Sofinco à Paris, qui a été présidente de Wafa Salaf et président de Injaz al-Maghreb, et que j'ai la chance d'avoir comme conseil financier pour l'Académie rurale d'excellence. Elle a fait un exercice amusant en été. Elle m'a dit avant de m'engager dans quoi que ce soit avec toi, il faut que je lise ton livre. Et quand elle a lu mon livre, elle m'a dit il faudrait que tu divises ton livre entre quelques moments avec un apprentissage pour les gens. Et donc j'ai intitulé ces 3 moments, parce que j'en ai choisi 3, Oui. ce que j'en garde avec une citation. Tu en as une que tu veux nous partager? Ouais. Celle-ci? Alors elles sont en noir, on va montrer peut-être. Alors dans le livre, vers la fin, vous avez 3 passages comme ça. Vous voyez? Vers 80% de la fin, 90% et 100%. Tu veux que je lise pour changer? Librity. Waha. J'aime bien m'amuser aussi. Marhaba. Ce que j'en garde, c'est une grande satisfaction que de pouvoir prendre le temps de retravailler un projet important, en le dimensionnant de manière plus juste et réaliste. La prévoyance, dit-on, est mère de sûreté. C'est très vrai lorsque l'on projette de construire un projet impliquant des milliers de personnes, des dizaines d'experts, des centaines de situations possibles. Apprendre à concrétiser un projet à taille humaine en le finançant soi-même pour attirer des investisseurs vaut tout l'or du monde. Ceux qui seront intéressés de le dupliquer avec toi se presseront devant ta porte parce que tu auras fait preuve d'exemplarité. Ouais. Ça te résume bien ça, je te vois ému. Non, en fait, c'est ce qui s'est passé cet été. J'ai parlé avec 2 personnes, Nasser Ktani qui est un ami, un mentor, un grand frère, qui sait me recadrer quand j'exagère, j'allais dire un terme un peu plus cru. Ancien patron de Microsoft. Ancien patron de Maroc. Microsoft, consultant international, très belle carrière. Un monsieur d'un profond humanisme. Et Hamid Bouchiri, qui a été nommé à 2 reprises par Sa Majesté le Roi dans 2 commissions importantes, celle du modèle développement et celle de l'enseignement supérieur. Nasser m'a reconseillé sur les choix que je devais faire pour cette première année de l'Académie rurale d'excellence. Et Hamid m'a dit ne va pas chercher de bailleur de fonds maintenant. Tu te débrouilles pour financer 1 an d'activité de l'Académie rurale d'excellence qu'il connaissait, parce qu'il y a 4 ans, je l'en avais parlé dans le cadre d'un projet plus ambitieux, d'un doctorat multidimensionnel, des liens avec le volet universitaire, etc. Qu'on est en train de réinitier avec notre vice-président en développement durable, Salahdine Ben Mamous, qui est un grand monsieur, le secrétaire général de Amal Biladi, Sila Hashmi qui est aussi là. Ils m'ont fait le bonheur de venir de SFI et de Jdida. Et je tiens à les saluer parce que ce sont 2 hauts anciens cadres du ministère de l'Intérieur que je suis très honoré, très fier et très heureux d'avoir avec nous dans l'aventure.
Hamid m'avait dit, il faut que tu trouves un moyen de financer ton histoire. C'est pour ça que j'ai conçu Folle Sagesse, le spectacle qui va arriver, la série qui va arriver, peut-être même d'autres choses. Après un meeting superbe que j'ai eu ce matin avec Stéphanie Gaou de la librairie des Insolites à Tanger, et aussi avec Amina Alami, grâce à Ali que j'ai rencontré il y a 15 jours, ou il y a une semaine, je ne sais plus quand est-ce que c'était. On est en train de trouver des moyens pour financer, autofinancer nos projets, pour donner envie à d'autres de venir, parce que la décision que j'ai prise, c'est de ne plus rien demander à qui que ce soit. De faire à nos moyens, et on est très ambitieux. Toi, justement, tu parles beaucoup d'autonomie. C'est ton projet d'ailleurs. Hein. Mabil a dit, c'est autonomiser les personnes des villages eux-mêmes à travers justement le projet Mabil a dit. Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir dans la région d'Al Haouz. Est-ce que ça passe notamment la reconstruction ou le nouveau développement de cette région par des projets où le maître mot, c'est l'autonomie? Alors, aujourd'hui, ils ne sont pas encore dans cette réflexion. Bien sûr, ça viendra plus tard. Non, mais ça a été, on peut poser les jalons maintenant? Ça a été, dans la vision de Sa Majesté le Roi, ça a été, je crois, impulsé au niveau de l'agence LADA, l'agence du Haut Atlas. Maintenant, je vais essayer de faire une rétrospective pour que les gens comprennent de quoi on parle. Haouz, province de Haouz, Chichawa, Teroudant, Bougmez, Ouarzazat. D'accord? Il y a déjà 5 provinces qui ont été touchées. On n'a parlé que de Haouz. Déjà, la quasi-totalité des gens sont allés à Haouz, envahi les routes, ont donné des denrées qui ont péri. Il y a eu des morts sur les routes. Il y a eu des routes qui n'étaient pas viables pour pouvoir recevoir tous ces gens-là. Bref, il y a eu beaucoup de bêtises. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense, alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre 5 et 7 000 douars qui ont été impactés par le séisme. Il y a 100 000 douars au Maroc. Il y a plus de 10 millions à 11 millions d'habitants qui vivent dans les douars au Maroc. C'est-à-dire que pendant que les gens s'inquiétaient à raison de ce qui s'est passé à cause du tremblement de terre, 100 000 villages qui observent ce qui se passe. Pendant que les gens se posent des questions de qu'est-ce qu'on doit faire pour ces villages-là, c'est 50 000 foyers qui ont été dévastés, donc au minimum 250 à 300 000 personnes, potentiellement 50 000 criminels si on ne les aide pas à gérer leur trauma, et qui vont commencer à se manifester dans les 3-4 mois, 50 000 criminels potentiels qui descendent dans les villes, c'est 1 million de l'autre côté. Je ne veux pas alarmer, mais ça fait 12 ans que je m'évertue, avec beaucoup de difficultés, à sensibiliser notre pays sur il faut impérativement promouvoir ce monde rural. Parce qu'on a la chance d'avoir un Maroc extrêmement riche, extrêmement diversifié, avec un potentiel exceptionnel dans ce Maroc rural, qui, au-delà de tout ça, nourrit le Maroc et donne à boire au Maroc. Ça n'est absolument pas acceptable qu'on pollue les nappes phréatiques des montagnes, qui sont le château d'eau du Maroc. Il y a des choses très graves qui se passent et personne ne bouge le moindre petit doigt. Et sur l'autonomie? J'y arrive. 100 000 villages, aujourd'hui, il y a une approche scientifique qui te montre clairement que si tu travailles 8 à 10% d'une population, il y a un effet d'émulation qui va se faire sur le reste. Donc déjà, à ma petite personne, pour recadrer l'histoire, quand j'ai fait ma première aventure humanitaire dans un village qui s'appelle Enfgou il y a 11 ans, j'étais tellement heurté émotionnellement par ce que j'ai vécu que j'ai décidé, après ma prière de Fajr, je me suis mis devant une montagne, j'ai pleuré et sans faire attention, j'ai juré. Et je me suis engagé pour Dieu à travailler le Maroc rural. Et c'était important et en même temps très grave, parce qu'après je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil? T'es ouf. C'est 100 000 villages, qui c'est qui va t'écouter par rapport à ça? Bref, il a fallu 12 ans pour qu'on commence à m'écouter. C'est bien. Pour revenir à ça, je suis profondément convaincu, et je suis loin d'être le seul, que on doit arrêter l'assistanat et qu'on doit aider les gens à s'autonomiser par eux-mêmes. Et c'est exactement notre approche. On a une approche qui est systémique, qui est inclusive et qui est participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on choisit des villages auprès desquels on va travailler.
en fonction de critères de prédisposition qui ont été faits après un passage que j'ai eu la chance de vivre dans une école d'ingénieurs à Casablanca, l'école centrale pour ne pas la nommer. J'ai travaillé pendant près de 2 ans dans un projet de recherche avec un certain nombre de personnes à mi-temps. Ça m'a permis de comprendre qu'il fallait modéliser un village qui a réussi, pourquoi il a réussi, et ensuite essayer de dupliquer un. Et c'est en dupliquant un que Amel Biladi est né. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Sila Hashmi à Berkane, où il était secrétaire général de la province de Berkane, 41 ans de carrière au ministère de l'Intérieur, une intégrité, une probité rare, très rare, et surtout un amour du développement rural. Et de comprendre la nécessité de collaborer étroitement avec l'administration territoriale d'une province. Pourquoi? Parce que le gouverneur d'une province, c'est le patron de la province, représentant de Sa Majesté. Il est patron de toutes les délégations provinciales. Si à la moindre bêtise, il est capable de d'éjecter, et c'est son droit, et c'est tant mieux qu'on n'atteigne pas que l'administration, qui est loin d'être aussi efficace, sauf s'il y a un ordre de Sa Majesté, ce qu'on est en train d'observer après Covid et aujourd'hui avec le séisme. Donc le gouverneur a une influence. Quand il voit arriver des gens comme nous, qui n'avons pas de prosélytisme religieux et qui n'avons pas d'agenda électoral ou politique, ils sont contents, parce qu'on apporte des expertises et on les soulage. Il faut savoir que ces gens-là travaillent 24 heures sur 24, 7 sur 7, et qui peuvent intervenir à 3 heures du matin pour un meurtre dans un village. Les gens ne savent pas ça. C'est au quotidien, travail au quotidien. Mais c'est au quotidien, le séisme, on a des agents d'autorité qui ont travaillé sans relâche pendant 3 semaines, certains n'ont pas dormi pendant plus d'1 semaine. Les gens ne savent pas qu'on a des gens dans ce pays qui nous protègent, et qui nous protègent bien. Donc, travailler avec ces gens-là est essentiel. Donc, quand nous, on arrive dans un territoire, on montre patte blanche, en allant voir l'autorité du territoire, et c'est quelque chose que je fais avec Sila Hashmi, on va voir les gouverneurs, on dit voilà, on a ce projet-là. Volet économique, Académie rurale d'excellence, volet social, Ahmed Biladi. Volet social, soulager les problèmes, comme ça les gens travaillent avec nous de manière plus efficace, plus productive. Ils sont contents. C'est ce qu'on a initié dans le Nord, dans 3 provinces, 3 gouverneurs différents, 3 égos différents, 3 compétitions différentes. Je parle avec un franc-parler qui aujourd'hui arrive à un certain niveau de l'autorité. J'ai absolument aucun problème pour dire ce que je pense. Et 3 villages différents, 3 communes différentes, 3 partis politiques différents. On n'est récupéré par personne. Parce que le monde de requins qui existe dans notre pays, a fortiori dans un monde rural, comme partout, dans les villages, on peut changer de parti d'une année électorale à une autre, comme si on changeait de chemise. Bon, je pense qu'ils changent de chemise plus régulièrement. Il est assez rigolo. Donc notre approche, c'est choisir des villages, prédisposés à changer, prédisposés à investir, prédisposés à avoir de l'entrepreneuriat féminin dans le village et prédisposés à avoir une présence féminine dans l'association de développement du village, sinon on ne travaille pas. Rapide question avant peut-être un deuxième ouvrage. Tu en es où aujourd'hui? Tout doucement, ça avance? Alors le Nord, on a été très bien accueillis par 2 provinces sur 3. Et je pense que la 3e vont revenir parce que il y a eu un faux pas de la part des autorités de la 3e, mais je crois qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas s'amuser à faire ce genre de choses. On a choisi les 3 premiers villages, et l'histoire, c'est que 3 villages première année, 6 villages deuxième année, 12 villages troisième année, etc. Donc il y a un système de parrainage qu'on met en place. Et puis il y a le séisme qui est venu, qui a un peu chamboulé tout ça. Amel Biladi ne devait intervenir que vers février-mars. Donc on a dû en accélérer, faire un transfert administratif de Ben Guerir à Casablanca. On a dû renouveler le bureau parce que pendant 3 ans d'inactivité, les dates ont changé, donc on a dû renouveler le bureau. C'était pas plus mal parce qu'on a un bureau exceptionnel aujourd'hui. Une femme trésorière qui est juste admirable par rapport à son parcours, qui est aussi trésorière d'une association qui est connue, qui s'appelle Pour le sourire de Reda, Zineb Oukacha pour la nommer. Salahdin Ben Mamous qui est vice-président du développement durable, Sila Hashmi qui est secrétaire général, et Sana El-Wali qui est vice-présidente chargée de l'entrepreneuriat inclusif et de l'employabilité, qui a fait un passage au ministère de l'Intérieur, inspecteur des impôts, 7 ans à la Bird. Donc on a une très très belle équipe. Des fois je me dis, mais est-ce qu'ils s'en foutent de me prendre comme président ou est-ce que je sais pas, moi ça me fait sourire. Et on a au niveau de l'Académie rurale d'excellence une 20aine d'experts aujourd'hui, brillants, chacun dans les 5 domaines et au niveau transverse. Et on est en train de monter des commissions, notamment santé médicale,
où on a une dame qui est l'une des 3 chirurgiennes prénatales, qui est présidente de la commission médicale santé, avec un psychiatre psychanalyste exceptionnel qui s'appelle Jalil Bennani, que je vois demain pour officialiser son entrée. Et on a beaucoup de chance parce qu'on attire les gens, je pense, par notre sincérité et surtout par le fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est fédérer. On n'a pas la prétention de maîtriser quoi que ce soit. On a une approche qui est intelligente, on a un souhait qui est de partager et on est très ferme sur comment on va le faire. Mehdi, tu sais ce que je vois? Je vois beaucoup de questions fusées. J'en vois quelques-unes, hein, je les entends. Peut-être que... Oui, dis-moi. Juste parler du séisme. Oui. Aujourd'hui, on a choisi 7 villages. Sur 7000, c'est rien, hein, c'est 1 million. On n'a absolument pas d'ambition macro. Par contre, on a une ambition d'exemplarité. On a 4 axes. Le premier, c'est distribuer des dons qui arrivent notamment de France. Et on a, alhamdoulilah, aujourd'hui un premier semi-remorque qui est sur la route, qu'on a pu faire sortir de la douane grâce à l'intervention de Sila Hachmi, de l'entraide nationale, de la douane, qui ont été exceptionnelles. D'où ton excursion au nord ces derniers jours, c'est ça? C'était l'un des points. Dimanche soir, lundi matin, j'étais à Tangemed, après avoir discuté pendant 2 semaines, 3 semaines avec plusieurs administrations, l'aménagement du territoire, l'entraide nationale, le secrétaire général du gouvernement, les douanes, je ne sais plus combien d'administrations, les fondations, Mohamed V pour la solidarité notamment. Donc Tanger, c'était pour ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on est en train de monter un soutien psychologique pour les 7 villages, mais aussi pour d'autres qui seraient intéressés. Et une de mes fiertés, c'est d'avoir réussi à avoir l'Association internationale des valeurs humaines et Art of Living, l'art de vivre, où ils ont inventé une technique de respiration spéciale guerre, inondation, séisme. Ils font un pilote avec nous. Et on est en train de voir comment aider aussi et soulager les forces de l'ordre, les agents d'autorité, les gens de la fondation, parce que c'est des gens qui, eux aussi, ont pris le séisme en plein dans la figure, en étant H24 dans les émotions, dans les corps qui sortent des décombres, dans. Et ça, les gens ne le voient pas. Moi, j'ai passé juste 4 jours là-bas, intense. J'ai tenu dans mes bras un monsieur qui avait perdu sa femme et son enfant. Si j'avais pas une foi, une conviction profonde et 2 heures de sport tous les matins, je serais dans mon lit complètement dévasté. Et ça, c'est rien ce que j'ai vécu. Alors, démultiplie ça par 7000 villages, 250 000 personnes. Bien sûr. Donc, ce qu'on a décidé de faire en 3e étape, c'est une reconstruction provisoire. Et on a rejoint un comité qui s'appelle Nous venons de terre, avec l'architecte Elie Moyal, qui a fait un concept superbe qui s'appelle la Nouella, qui est une cabane avec des débris récupérés, renforcée avec du chanvre industriel et qu'on est en train maintenant de déployer avec un des 7 villages ou une équipe qui se forme. Et mon rêve, parce que je suis un fou et j'aime ma folie, c'est tu as une folle sagesse. Ouais, non mais là c'est folle plus que folle. Mon rêve, c'est de lever beaucoup d'argent. 3 fois 30 millions de dirhams, plus 10, pour reconstruire un village ou 3 et laisser une partie aller dans le nord, parce qu'on ne peut pas travailler pour les villages dans le sud en oubliant les 100 000. Voilà. Y a-t-il des questions? Ou quelqu'un veut-il se prêter au jeu d'un 3e extrait? Question? 3e extrait? Question. 3e extrait, question? Question. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Écoutez, merci beaucoup pour cet exposé de tout ce que vous avez fait qui est très encourageant parce que moi-même je suis dans l'associatif et je trouve ça merveilleux ce que vous avez fait. Alors ma question c'est d'ordre pratique par rapport à la reconstruction. Il a été décidé, l'État en fait, ou je dirais le roi a décidé d'aider à la reconstruction. Je n'ai pas vu quelque chose de très clair par rapport à ça, comment ça va être fait. Est-ce que la reconstruction va demander aux architectes, aux ingénieurs, c'est ce qui, normalement, c'est ce qui a été dit, mais est-ce que ça va être fait de la même manière partout? Et comment vous allez décider du choix du village que vous allez reconstruire, comment vous allez décider
qu'est-ce qui vous a poussé à décider tel village par rapport à un tel autre, et comment vous allez décider ça avec l'État, parce que je sais que l'État intervient. Et merci. Mehdi. Il y a plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre de manière multidimensionnelle, à mon habitude. J'ai appris au fur et à mesure de mes années de cheminement à combiner l'émotionnel et le pragmatisme, ce qui est très compliqué. Je m'explique. Je fais confiance à mes anges de l'inspiration, à mon intuition et aux experts qui m'entourent. Par rapport à la question de ce qui est en train de se faire sur le volet macroéconomique, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Je sais qu'il y a eu, grâce à Sa Majesté, Lain Soro, qui a été extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup d'amour, de respect et d'admiration pour le roi, a fortiori depuis Covid et le séisme. J'ai toujours aimé la personne et le rôle, entre autres parce que sur l'aspect religieux, on nous dit Dieu, le prophète et Wali al-Amr. Après, on a la chance d'avoir un roi qui est d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelle. Et il l'a prouvé notamment à un certain nombre de reprises, Covid et là le séisme. Je dis très sincèrement, je connais très peu de chefs d'État dans le monde qui auront fait preuve d'autant de sagesse, d'efficacité et de célérité. Et je défie n'importe quel chef d'État occidental à venir essayer de faire la même chose. Et je parle en connaissance de cause, parce que je suis parti aux États-Unis il y a 7 ans, j'ai été invité comme seul représentant Afrique du Nord dans le monde associatif, dans un programme assez prestigieux. J'ai vu l'état de la Nouvelle-Orléans, c'est une catastrophe. Et c'est pas M. Macron qui va nous donner des leçons à gérer les problématiques sociales quand on voit le nombre de SDF qui est à Paris. Donc, on a la chance d'avoir un chef d'État extraordinaire. Alhamdoulilah. Après, je sais qu'il y a un programme qui a été mis en place, l'ADA, un budget qui a été mis en place, important, des gens qui sont en train d'être consultés. Et je n'ai pas voulu interférer tout ça avec ce qu'on on est en train de faire très humblement pour 7 villages. Maintenant, pour répondre à la question. Le choix des 7 villages. Alors le choix, c'est parce que au fur et à mesure de la décision que j'ai prise de réveiller Amel Biladi 4 mois avant, je l'ai prise d'abord parce que j'ai perdu, moi, 8 personnes de mon entourage dans le tremblement de terre. On a quelqu'un dans notre famille qui est notre homme de confiance depuis 40 ans qui a perdu 7 personnes de sa famille devant ses yeux. J'ai un ami qui a perdu son petit-fils de 14 ans, sa maison est tombée sur sa tête. Donc j'ai passé un week-end à pleurer. Et mes larmes, j'ai demandé à Dieu, aide-moi à faire quelque chose, sinon je pense que je vais péter un plomb. Et j'ai eu plein de messages. Des dons qui arrivaient de France, des États-Unis, de Canada. Et donc j'ai pris la décision, après m'être concerté avec Sil Hashmi, Salahuddin, Zineb, d'intervenir. On a choisi Chichawa Taroudant, pas le house. Mais on est allé à Amsmith parce que j'ai un ami, Karim Ben Keren, qui m'a dit il y a un village, ils ont besoin de ça. J'ai dit je ne sais pas si je peux, mais maintenant que tu me le dis, c'est peut-être un message que je dois entendre, je l'intègre. Je suis allé le visiter, je suis heureux de l'avoir visité, d'avoir entendu Karim. Quand on est parti, quand j'ai appelé à travers Sil Hashmi les autorités de Chichawa et Taroudant, j'ai pu avoir des informations en live de la situation grave, notamment par exemple à Chichawa, 4000 foyers dans la rue. Donc j'ai décidé d'aller Imindounit et Adassid, qui sont 2 communes rurales qui ont été dévastées. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. À Taroudant, même chose. J'avais entendu parler à Chichawa, un village où il y a eu 72 morts. Un village qui compte 200 personnes, 72 morts. Ce que j'ai vécu en 4 jours, imagine que tu rentres dans une gnaza, dans un moment de condoléance, au lieu d'une personne qui est morte, c'est la moitié d'un village qui est parti. Sur le volet émotionnel, c'est dur. Tu rajoutes à ça des enfants qui ont perdu leurs parents, tu rajoutes à ça tout un village qui est parti, tu comprends pourquoi il y a des petites filles de 5-6 ans qui n'arrêtent pas de pleurer depuis le 8 septembre. Et ça, je le vis intérieurement. Donc mon choix, c'est basé sur ça. C'est basé sur l'accessibilité des routes à ces villages-là, parce que je pense aussi à comment on va sortir les gravats. Est-ce qu'on peut reconstruire sur le village? Parce qu'on va faire des études de sol et antisismiques pour voir si on peut. Est-ce qu'il y a des terrains à côté si on doit faire quelque chose? Et puis surtout,
Amel Biladi a mandaté l'Académie rurale d'excellence, mon entreprise, et j'ai payé à titre personnel, à travers les ventes du livre, une experte qui a fait l'ESTP Paris et qui s'est reconvertie avec un master en éco-construction pour faire un travail d'évaluation. Et on est en train aujourd'hui de fédérer une trentaine d'experts, géotechniques, antisismiques, bureaux d'études, architectes, pour commencer à réfléchir à comment on doit faire ça. Ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est lancer un concours auprès des jeunes architectes marocains et marocains de l'étranger, moins de 5 ans d'activité, pour qu'ils nous aident à dessiner un village qu'on fait avec les habitants, pas tout le village, mais qu'on comprenne leurs besoins. On a déjà une idée des besoins, mais le souhait, c'est de pouvoir reconstruire intégralement un village, ce qui était mon rêve depuis des années, parce que je suis offusqué, pour ne pas dire dégoûté, de voir des briques et du ciment dans le rural. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on est en train de regrouper ces différentes informations. On a une idée aujourd'hui d'un budget à lever, à peu près 20 millions de dirhams pour un village de 90 maisons, plus dispensaire, plus école, plus terrain de sport, plus énergie solaire, plus eau potable, plus. Moi, je suis comme un enfant, et j'assume. Je souhaite que les enfants qui ont perdu leurs parents vivent dans un endroit qui va leur dire, tu sais, finalement, il y a des choses belles qui vont arriver pour toi. Et je n'ai absolument pas l'ambition d'aller au-delà de ça. À la rigueur, si on arrive à financer 3 villages, je serai heureux parce que derrière la reconstruction, on consacre un budget pour des taxes, parce que j'ai compris qu'il fallait qu'on paye des taxes, sauf si on est exempté. Ça, c'est une aberration, mais bon, on va le provisionner. Et on a un montant important de 5 millions de dirhams pour lancer le développement du village. Parce que mon souhait, c'est qu'on permette à ce village d'être reconstruit, mais surtout de revivre, renaître. Donc, on est en train de combiner toutes ces informations-là. On est en train d'attendre, bien évidemment, ce qui est en train de se faire par l'ADA. Vu, alhamdoulilah, le chemin qu'on a pris aujourd'hui, où on a un lien assez étroit avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité, un lien qui est en train de naître avec d'autres institutions importantes, des conventions de partenariat avec 2 ou 3 administrations qui sont en train d'être préparées, peut-être que ce qu'on va faire sur un village va interpeller. Mais je n'ai pas d'autre ambition. Parce qu'il y a 7000 villages, parce qu'il y a des gens bien, et il y a beaucoup de vautours. En tout cas, tu as un projet qui fait rêver. Oui, et puis après, on a le Qui se Nord construit, qu'on veut travailler. Oui. Moi, j'ai choisi le Nord pour plein de raisons. J'y étais aujourd'hui, j'étais heureux de pouvoir me retrouver là-bas. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Merci. Bonsoir, c'est Madame Djilil. Ce qui m'a impressionné dans votre parcours, c'est que votre carrière a connu des hauts et des bas. Et tu as gravi la montagne ensuite. Entre-temps, vous vous êtes fixé comme objectif d'aider les autres, de donner votre temps, d'aider le monde rural. Des gens comme vous sont rares. C'est vraiment, je suis impressionné par cette approche de vie et merci. Merci. Un commentaire. Et pourquoi cette orientation vers le social j'attendais la question. et de consacrer son temps aux autres? Vaste question, simple et complexe à la fois. Là, elle est simple et complexe. Elle est simple parce que, en fait, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, enfin, après 30 ans de cheminement, de questionnement, de trébuchement, je pense avoir trouvé un moyen de vivre dignement sur le volet financier et de continuer à faire ce que je fais. Mon livre est un début de preuve. L'Académie rurale d'excellence aussi. On a signé un très très beau partenariat avec une entreprise franco-marocaine fondée par un grand monsieur qui s'appelle Luc Métivier. Ça fait 2 siècles qu'il vit au Maroc. Et c'est une entreprise qui a fabriqué, qui a conçu un panneau solaire avec des capteurs d'humidité et qui peut produire 1 à 2 litres d'eau potable par jour. Magnifique, je t'avais interrogé il n'y a pas très longtemps à la radio. C'est juste quelque chose d'extraordinaire et je suis comblé d'avoir la carte entre guillemets pour le représenter sur le marché marocain.
il a aussi décidé de signer un partenariat avec Amel Biladi et il a signé un partenariat avec l'Académie rurale d'excellence. Donc peut-être que dans 3 mois ou dans 3 ans, je serai très riche et qu'on ne parlera pas de la même manière. Maintenant, comme je n'ai pas d'argent dans mon cœur, une grande partie de mon argent qui va financer Amel Biladi. Et c'est l'objectif depuis des années. C'est trouver des projets générateurs de revenus pour que notre ONG soit aussi autonome et indépendante financièrement que possible, pour n'être récupérée par personne. Mais, pardon, Mehdi, peut-être que je vais compléter la question en te disant franchement, quand on lit... J'ai pas fini. Vas-y. Arrête de m'interrompre avant que Ah, alors, on chauffe, enregistre là. Ce que je voulais dire, c'est que quand on prend conscience du cadeau que représente le fait d'être un canal transmetteur du bienfait de Dieu ou de la générosité, il n'y a pas plus belle satisfaction à vivre. On atteint un niveau de détachement, de contentement et de gratitude qui est tellement bon et tellement beau que ça vaut tout l'or du monde. Il fallait te laisser finir. Il fallait que tu me laisses finir. Non mais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, tout au long de cet ouvrage, on voit que des fois, il y a des doutes, mais que tu persévères. Comment à chaque fois tu te dis, je vais relever la montagne, je vais la grimper à nouveau? Je pense que... J'avais une petite phrase, mais... Je pense que le fait d'avoir juré, m'être engagé solennellement devant Dieu, pour Dieu, parce que Dieu, il a besoin de personne. Donc c'est la foi, la force. Ah, mais clairement, ma foi me porte et m'emporte et je l'aime et je peux la partager sans faire de prosélytisme, sans essayer de convaincre qui que ce soit. Mais je considère aujourd'hui que si on a le droit de pouvoir prétendre qu'on fait LGBTQ plus YZ et toutes les lettres de l'alphabet sauf certaines, on a moins le droit de dire qu'on est musulman. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça montre la binarité folle de ce monde. Donc, moi j'aime cette religion, je la trouve très belle parce que je pars du principe que l'islam, ce qui veut dire soumission, en fait c'est la prosternation du cœur pour Dieu. Et c'est très beau. C'est être dans l'acceptation, le détachement. Et d'ailleurs, il y a une phrase dans le coaching qui dit « Le bon coach, c'est celui qui est transparent pour laisser la lumière divine le traverser et atteindre le cœur de la personne qui se fait coacher. » Et c'est ça qui me porte. Ce qui me porte, c'est le fait de m'être engagé solennellement, d'avoir senti dans mon chemin qu'il y a des choses qui s'ouvraient. Et le fait, je crois, qu'avec ce qui s'est passé après le Covid, d'avoir pris encore plus de distance et de détachement par rapport au volet terrestre, tout en étant profondément impliqué, me permet d'accepter certaines difficultés parce qu'il y a des apprentissages. Et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. S'il y a un truc qui doit se produire, c'est pour une raison. Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Et quand on est dans cette vision-là, on essaie d'accepter le fait qu'on a peut-être provoqué cette difficulté, et si on ne l'a pas provoqué, alors il y a une sagesse qui va sortir de ça. Et on ne vit plus ce monde de la même manière. On est sur d'autres dimensions. Autre question? Oui, madame. Bonsoir Mehdi. Bon, moi je connais Mehdi depuis un certain moment, depuis le moment où il a été le fou d'Angfou. Ah. Je suis le fou de... Quand vous lirez le livre, vous saurez. Alors, j'ai lu le livre et je ne connaissais pas l'épisode du moment, enfin de l'époque où tu étais étudiant, mais je suis un peu interpellée. À quel moment tu as eu le déclic pour être dans le social? Écoute, j'ai la chance d'avoir des parents, une famille. On donne avec bonheur. Sadaqa, c'est quelque chose qu'on vit chez nous. On donne un gentil mot, un sourire, une aide, et on ne le fait pas pour prétendre quoi que ce soit, on le fait parce que c'est important, parce que c'est beau et parce que ça fait partie de notre éducation et des valeurs. J'ai la chance d'avoir une famille du côté de mon père ou de ma mère où on a appris ça. J'ai 5 oncles qui ont signé le manifeste de l'indépendance, donc j'ai grandi avec le patriotisme, l'amour du pays. J'ai grandi avec Exxo qu'on distribue le vendredi, j'ai grandi avec des mendiants, plus aujourd'hui parce que je donne plus aux mendiants vu le business que beaucoup d'entre eux se font. Et alhamdoulilah, je pars du principe que j'essaie humblement de faire tellement de bien dans les villages que je peux me permettre
de dire non à un mendiant. Surtout que j'ai vu certaines choses dans les villes qui m'ont fait sourire et qui m'ont mis un peu en colère. Je pense que c'est l'éducation. Déjà tout petit, ma grand-mère maternelle, Allah yarhama, d'une générosité extraordinaire, mon grand-père paternel, mes parents, ma famille. Donc on a grandi avec ça, des valeurs, une éducation. Après, il y a le déclic que j'ai eu à 18 ans pour la spiritualité. J'ai eu mon premier bouquin qui était un peu compliqué à lire, c'était l'Anthologie de l'amour de Ibn Arabi quand j'avais 18 ans, à l'Institut du monde arabe. J'ai évolué sur ce cheminement, mais avec des écritures qui touchent plus le cœur que la tête, et dont une citation dans le livre, celle de Ibn Ata'Allah al-Iskandari. Et le déclic de Baraka, le déclic d'un documentaire que j'ai vu à Montréal, le déclic d'une rupture sentimentale que j'ai eu besoin d'oublier en m'engageant dans quelque chose de tellement noble et tellement fort et tellement important que j'allais oublier la détresse sentimentale que j'avais ressentie à ce moment-là, qui m'a accompagné dans mon chemin, parce que sur 7 dépressions, j'en ai fait 3 à cause d'épisodes amoureux malheureux. Mais finalement, c'était quelque chose d'inné qui était en toi. C'était quelque chose de porté par la famille, qui t'a été inculqué et qui était aussi inné en toi et que tu as réveillé? Très certainement. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'essayer de chercher une raison à quelque chose. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, c'est une mission que je porte avec beaucoup d'humilité, mais je la porte et elle m'emporte. Et Dieu sait qu'elle ouvre des portes. C'est pas mal ça, hein? En live. Ça. Une autre question? Est-ce qu'on part sur un troisième et dernier extrait pour faire la clôture, mon cher ami? Avec plaisir. Moi, j'apprécie beaucoup la jolie énergie qui règne ce soir. Quel extrait Elle me fait beaucoup de bien. tu voudrais nous faire partager pour terminer la séance? Ça, c'est l'exercice délicat auquel je te prête pour ce beau club. Non, il n'y a rien de délicat. C'est un livre que j'ai écrit. Le deuxième est en train d'être écrit dans mon cœur et ma tête. Et le premier chapitre du deuxième, c'est vendredi 8 septembre 2023, 22h. Ma fille qui vient me voir apeurée, papa, le sol tremble. Et elle était avec moi ce soir-là. Et rien qu'en y pensant, j'ai la chair de poule parce que je revis tout ce week-end et je revis un mois où je n'ai pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis un mois. Et c'est le sport que je fais tous les matins qui me permet de tenir. Et en un mois, on a réussi avec Sil Hashmi, Salahdin, et Zineb et d'autres personnes. Ali, qui a été un des maillons de ce projet-là, alhamdoulilah, et d'autres belles personnes, à pouvoir concrétiser des choses qui vont nous porter, nous emporter et montrer enfin ce qu'on est capable d'apporter. Donc, je vais dire un truc. Je vais dire, j'aime bien le deuxième moment du livre. Quelle que soit la beauté d'un projet, si ce n'est pas le moment pour qu'il se réalise, ce n'est pas le moment. Il faut l'accepter pour en tirer des leçons et planifier ce qui pourra et devra être fait par la suite pour le réussir. Ça fait appel à la gestion de son ego. Et pour moi, c'était extrêmement dur d'assimiler ça parce que c'était 27 ans de ma vie que j'ai vu partir en fumée avec Covid. Et c'était ma 7e dépression. Elle était très difficile à gérer et à digérer parce que je me disais, mais mince, j'allais dire un gros mot, comment un projet aussi noble peut se voir anéantir de cette manière-là? Et il m'a fallu du temps pour assimiler et comprendre ça. Ta valeur n'est pas liée à ce que l'on pense de toi, elle est liée à tes convictions, ton parcours, tes talents, tes valeurs. Le nombre de fois on m'a traité de fou, de rêveur, de passionné, de menteur, de salafiste, ça arrivé à très haut niveau. J'ai été menacé, j'ai été diffamé, j'ai été moqué, j'ai provoqué. Et à très souvent, un très joli passage d'un poème de Kipling, c'est: quand tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, tu serais un homme, mon fils. De temps en temps, sur Facebook, je le postais. Et je souriais parce que je disais à certains, mais les mecs, vous avez rien compris.
ou alors je m'énervais et je publiais ça. C'est un très très beau poème. L'humilité, la résilience, la foi sont essentielles pour nous aider à dépasser des épreuves difficiles. Un deuil, un échec, un abandon. Il faut se rappeler que nous ne sommes jamais seuls et qu'après l'épreuve vient la libération. J'ai eu, pendant les 9 mois où j'étais dans le centre d'appel, une ayah du Coran, un passage du Coran magnifique, c'est « Wala taqnatu min rahmatillah » ne désespérez pas de la miséricorde divine. Et c'est quelque chose qui est venu taper à mon cœur tous les jours, pendant 9 mois. Et j'étais arrivé à un moment où je me disais, mon Dieu, permets-moi de vivre ça en le regardant, et non plus en le vivant, parce que c'était dur. Et en même temps, en l'entendant et en le ressentant dans mon cœur, ça m'a permis de relativiser un peu l'extrême difficulté de ce moment-là pour moi. Parce que faire preuve de résilience, d'acceptation, d'éclater son ego quand tu es entouré d'un certain nombre de personnes qui sont loin d'être à ton niveau intellectuel, émotionnel et spirituel, et je dis ça sans jugement, c'est une observation, hein. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de médisance, beaucoup, et quelques lumières. Mon manager à l'époque, sa responsable, une directrice RSE, j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes là-bas. J'ai eu la chance de recevoir un très beau cadeau un jour. J'ai pu animer un week-end d'un atelier team building qui m'a été proposé à 5000 dirhams pour 2 heures dans un hôtel 5 étoiles, pris en charge complètement. Je lui ai dit, bon, Dieu même, il m'a dit, voilà ce que tu vaux. Mais c'est très dur. Donc il faut mettre de la distance par rapport à tout ça. Et je pense que la vie est très belle. Je pense que la vie est un cheminement de leçons. Je pense que la vie peut apporter beaucoup de satisfaction quand on la voit avec hauteur et détachement et implication. Parce que être ermite dans une montagne, c'est facile. C'est chiant, mais c'est facile. Vivre dans la civilisation, la difficulté de la civilisation, la folie de la civilisation, et en même temps arriver à être détaché et impliqué, c'est dur. Mais quand on commence à arriver à surfer avec tout ça, c'est le sourire qu'il y a sur mon visage depuis tout à l'heure qui s'exprime. En tout cas, on a de très belles leçons et on a ton parcours dans ce bouquin, Folle Sagesse. Une partie du parcours. Une partie. Bientôt la suite. Ouais. Merci beaucoup. Avec Mehdi. plaisir. Jalil. Juste, oui, bien sûr. Juste un petit mot. Dans quelques jours, le 9 novembre, grâce à des dames exceptionnelles qui sont représentées entre autres ce soir par celles qui sont là, on va organiser un événement à l'ISKE avec Inner Wheel, qui sont de grandes et belles dames qui ont été séduites par l'approche et le projet de reconstruction d'un village. On va présenter Folle Sagesse, on va convaincre des gens fortunés de mettre un peu plus que le prix du bouquin. Et on va surtout voir comment monter des événements pour cofinancer ce projet. Quand on a réfléchi à 30 millions de dirhams pour un village, en fait, il ne faut pas voir un gros chiffre, il faut voir un village divisé en plein de compartiments. Par exemple, une maison qui peut être financée par 30, 40 ou 50 personnes. Ça veut dire qu'une maison qu'on estime aujourd'hui à 250 ou 300 000 dirhams peut être financée à moins de 10 000 dirhams par personne s'il y a un groupement qui se fait. Ça peut être une ONG qui, elle, a envie de financer une école. Ça peut être des sportifs qui, eux, peuvent financer un terrain de sport. Donc tu vas étudier tout ça. Mais on est en train de le faire, on est déjà en train de le faire, on a déjà commencé à signer des conventions de partenariat, on a déjà de l'argent qui est arrivé, et je souris parce qu'on va y arriver. Je suis profondément convaincu qu'on va le faire. On le fera en bonne intelligence et dans le respect de ce qui a été initié par Sa Majesté le Roi Wainsoro, et je le vis en disant ça, mais on va le faire. Une fois, voire 3 fois. Inch'Allah. Deuxième applaudissement. Merci beaucoup. Dernière chose, le show. Oui. Il va y avoir un show. Oui, tu en parlais tout à l'heure. Bah oui, c'est important. Ça s'appelle The Wild Man Show, le show de l'homme sauvage, où je vais utiliser les 5 sens qu'on a pour hypnotiser les gens dans le spectacle. Et tu fais pas ce soir Non, un peu, il y a déjà ma voix qui intervient. Je travaille sur ma voix, sur les intonations, la respiration, les sourires.
Mais merci beaucoup. Ouais, donc il y a un show qui va se faire, des images, de belles images. Ce serait sympa de pouvoir lancer des images. La petite vidéo, on va la relancer. Il va y avoir du son, ma voix, de la musique. Je choisis 7 passages qui sont liés à 7 morceaux de musique avec des émotions différentes. Il va y avoir un exercice de rire au début, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Il va y avoir un exercice de gestion de stress rapide pour apprendre aux gens une technique pour se libérer de certaines émotions. Il va y avoir un moment de souvenir hypnotique où je vais fermer les yeux de tout le monde en disant « Rappelez-vous d'un beau moment que vous avez vécu, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous sentez ?» pour pouvoir faire. Il va y avoir des produits du terroir qui vont être goûtés et il va y avoir des choses qui vont être touchées. Halal, bien sûr. C'est prévu pour quand? Tu as une Alors, date déjà? une partie de ça, le 9 novembre à l'ISKE. On est en train de voir des prestataires qui vont pouvoir nous aider. Un autre événement qui va se faire à Rabat. Il y a des jeunes magnifiques qui vont nous aider à faire ça. J'espère, d'ici décembre, trouver une belle salle, 400, 500, 600 personnes. J'ai envie de me confronter à cette difficulté-là et de faire un truc hyper pro. Parce qu'on prévoit l'année prochaine d'aller à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord, faire ça, français, anglais, peut-être arabe si j'arrive, et tourner livre, tourner spectacle, et on va préparer une série. En fait, on veut lever autant d'argent que possible à travers le volet culturel solidaire, en le déclinant. Moi, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me permet d'évacuer beaucoup de stress et des émotions que je vis sur le terrain, et avec les autorités, l'administration et tout le tralala. Et puis, bon, si ça peut me permettre de finir ma vie tranquillement et de gâter ma fille, ben voilà. Ça fait win-win. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Mehdi. vous. Et j'en profite pour vous annoncer le prochain book club. Ce sera mardi prochain à l'hôtel Sofitel. On va recevoir Tahar Benjeloun sur son ouvrage Le dictionnaire amoureux du Maroc. Merci à tous. Bonne soirée. Pause café pour prolonger la discussion entre nous, bien évidemment avec El Mehdi.